Oui, alors je suis autrichien, j'ai fait des études de développement international et de sociologie en Autriche. Après, j'étais à Leipzig. Mon collège doctoral s'appelait Critical Junctures of Globalization, parce qu'on a parlé des Critical Junctures avant. Après, j'ai fait une co-tutelle avec Paris et je suis maintenant chercheur postdoctoral à l'IRD. J'habite à Toulouse et je travaille avec Prodic à Paris. Et mon projet de recherche, vous l'avez ici, c'est les villes minières en Afrique de l'Ouest après la fermeture des sites. Je m'intéresse pour les réglementations et réalités locales dans les domaines des infrastructures, de l'environnement et de la participation politique. Alors c'est assez large, c'est le côté social de la vie après que les mines ont fermé dans les villes minières. Je suis arrivé à ce projet par ma thèse que j'ai finie en fin 2015. Et cette thèse était sur les villes bauxitiques ou les mines de bauxite en Guinée. Et le titre était Corporate Control in Guinean Bauxite Towns. Et je vais vous parler de cette thèse, surtout dans cette conférence. Et après, je vais expliquer ce que je voudrais bien faire avec des collègues de l'Afrique de l'Ouest sur les villes minières et comment on se coordonne. Alors, là, vous avez les principaux tools des mines, dans les mines de bauxite. Les travailleurs, ils sauront que c'est comparable avec les mines de nickel apparemment. Ils ont que à prendre la terre et après, après un traitement plus ou moins difficile, on pourrait déjà l'exporter. Pourquoi la bauxite? Moi, j'ai travaillé avec les ONG après sur les chaînes de valeur et j'étais toujours intéressé pour l'Afrique et comme ça, j'ai cherché des minerais qui ne sont pas forcément des minerais de conflit, mais qui sont des minerais qui posent la question de l'exploitation quotidienne en Afrique. J'ai cherché une ressource stratégique pour laquelle l'Afrique est importante et je voulais toujours faire le lien entre les intérêts européens et les mines en Afrique. Et à l'époque où je l'ai fait, et jusqu'à maintenant c'est le cas, on a eu ce que j'appelle une crise des chaînes de gouvernance qui se jouait en Europe et aux États-Unis. Alors il manque des ressources primaires. Et l'Allemagne, où je travaillais avant, était surtout très important dans ce mouvement de l'Europe d'une recherche de nouveau pour les ressources primaires parce qu'elle dépend à 100% des importations des minerais, métaux. La chaîne de production de l'aluminium ou de bauxite est assez facile. Vous avez l'étape mine qui est mine de surface. Après, c'est transféré en aluminium oxyde. C'est un processus dans lequel vous avez un rocher qui est la boule rouge. Et cet alumine est après transformé en aluminium, un processus qui est très intense en énergie. Et après, on peut déjà travailler avec le résultat. Et ça s'utilise surtout dans l'emballage, ce qui est une utilisation très critique, très critiquée pour le transport et aussi pour les bâtiments. Le réseau de l'Afrique de production est assez simple. Vous avez la Guinée qui est le plus grand producteur de bauxite. Vous voyez le point, oui, je vais le faire comme ça. Le grand point ici, c'est Sangaré, la plus grande mine de bauxite en Afrique. Et après, vous avez quelques pays, et encore quelques mines en Guinée et quelques pays qui produisent aussi. Mais là, la production n'est pas tellement importante. C'est aussi un cas classique de relation entre Nord et Sud, parce que vous voyez que
toute la bauxite est exportée. Et la deuxième phase, les raffineries d'alumine, ils se trouvent à l'extérieur. Il y avait une raffinerie dans laquelle je vais parler, elle était à Fria, et elle a fermé en 2012. Et alors, oh, trop vite. Et alors, le minerai brut est exporté, il est transformé pour être de nouveau réimporté et utilisé dans des grands électrolyses qui consomment beaucoup d'énergie, et c'est aussi un processus assez critiqué. Et l'aluminium primaire qui sort va être exporté de nouveau. Ce qu'on voit aussi dans cette image, c'est que l'Europe est toujours très importante, même si les entreprises en Europe ne contrôlent plus beaucoup, en général, dans le secteur minier dans le monde, et surtout pour l'aluminium. Mais l'Europe reste importante parce que les usines, ils étaient construits en Europe, les réseaux, ils existent, les ports, ils sont là, et comme ça, les entreprises maintenant des États-Unis et aussi de l'Australie, ils utilisent l'Europe aussi. Et on voit aussi que la Chine n'est pas importante pour la bauxite et l'aluminium en Afrique. On parle souvent d'une invasion chinoise en Afrique, mais pour la bauxite, ce n'est pas le cas. Et notamment, il y a des projets, mais pas encore réalisés jusqu'à maintenant. Il y a 4 villes qui sont connectées en Guinée avec ce réseau de production. Vous avez Sangarédé, j'ai déjà parlé de cette ville, qui est connectée avec une ville sur la côte qui transforme la bauxite, mais pas dans l'alumine, dans la deuxième. Ils ne font pas la deuxième étape, mais juste un petit tri. Il y a la ville de Fria, dont je vais parler, qui a fait cette transformation. Et il y a une autre ville minière à Débélé qui est active jusqu'à maintenant et qui exporte la bauxite directe. Ces villes, ils sont assez emblématiques pour le secteur minier, et c'est pourquoi je vais vous montrer quelques photos maintenant pour montrer l'importance du pouvoir infrastructurel, j'ai donné ce nom, des entreprises minières sur ces villes. Vous avez l'électricité et l'eau gratuite pour la majorité de la population dans ces 4 villes. Vous avez les meilleurs hôpitaux, vous avez des soins médicaux de base pour tout le monde. Vous avez des écoles, au début des écoles d'expat qui sont toujours entretenues par les acteurs privés et aussi par les entreprises eux-mêmes. Vous avez la construction des routes. Vous avez des trains de voyageurs, notamment entre Sangarédé et Kamsar. Vous avez des autobus scolaires, des centres de loisirs, des piscines, des terrains de sport, du sponsoring qui est très visible dans la ville, ça c'est dans la capitale. Et à côté de ça, il y a des services supplémentaires pour une grande partie des habitants de ces villes. Ce n'est pas que les travailleurs et leurs familles qui sont très grands. Un travailleur alimente à peu près 30 personnes, mais il y a aussi les enseignants, la police, la marine, douane, etc. qui profitent de ces services. Et là, on parle des logements gratuits, plus ou moins entretenus, il y a des grandes différences. On parle du ravitaillement, un terme que j'ai découvert en Guinée. Là, il s'agit de, par exemple, je vous ai donné cette image, c'est du sucre de l'Autriche, mais il y a aussi du riz des États-Unis qui va venir en Guinée. Il y a de l'huile végétale qui vient de l'Angleterre, je crois, etc. Alors, on n'utilise pas encore les circuits courts. Il y a des médicaments gratuits, il y a des voitures et des motos qui sont données, des rations d'essence, des revenus supplémentaires à la police, etc. Tout ça, ça crée vraiment une puissance assez importante des entreprises. Et j'ai essayé de calculer ça en quelque sorte. Et pour Kamsar, si on essaie de calculer les services pour le bien public,
Et là, je parle par exemple du train ou des constructions d'écoles, etc. On arrive à peu près 99% qui sont donnés et entretenus par les entreprises privées et 1% qui vient de l'État guinéen. Et ça a des conséquences très fortes parce que ce pouvoir infrastructurel, ça devient un pouvoir politique. Ça a créé des enclaves politiques parce que les villes ils sont beaucoup plus fortement liées à la chaîne de commande ou à la chaîne de valeur des entreprises transnationales qu'à l'État guinéen. Et la RSE, qui s'est développée aussi à partir des années 2000, elle devient une nouvelle forme de paternalisme. Un chercheur en Belgique appelle ça le paternalisme light. Et ces chaînes globales de commande ou de valeur, ils sont de nouveaux formes de contrôle global. Maintenant, la situation à Fria, c'était la ville la plus aisée de la Guinée à partir des années 60, construite par les Français, entretenue par les Français pour attirer les expats surtout. On a eu à peu près, je crois, 500, même plus, expatriés en Guinée. Et avec la chute de l'entreprise Péchiné, cette ville a été vendue d'abord aux investisseurs américains et après à un investisseur, une entreprise minière très importante russe qui s'appelle Rusal et qui reprend en 2003. Et ça amène à un conflit entre les travailleurs et l'entreprise. Il y a une culture totalement différente de l'entreprise russe par rapport à ce que les Français ont installé. Et il y a aussi la continuation du chemin que déjà a pris Péchiné. Alors, des sous-traitances de plus en plus fortes. On se retire d'entretenir les services de la ville, etc. Et il y a la crise financière qui a joué beaucoup. Le patron de Rusal a perdu environ 20 milliards d'euros pendant la crise financière et il a dû faire des resserrements partout dans le monde. Et bon, il a dû. Et ça n'a pas que concerné la Guinée, mais aussi par exemple une ville au Nigeria, la Aluminium City, où les entreprises ils ont fermé, l'entreprise a fermé aussi. Et tout ça a amené à un lock-out par l'entreprise. Lock-out, ça veut dire que le management il quitte le site, il ferme le site, mais il n'y a pas d'accord avec les travailleurs qu'on veut arrêter de produire, il n'y a pas de salaire, ils ne sont plus payés de salaire, ils ne sont plus entretenus la ville, ou pas très fortement. Ça a eu des conséquences très fortes. Alors il y avait l'effet le plus fort qu'on voit tout de suite, et tout le monde a parlé de ça, il n'y avait plus d'électricité. Dans une ville qui avait de l'électricité pendant 50 ans, avec une population assez aisée, comparable presque avec l'Europe de l'Est, si vous voulez. Ça a provoqué quand même des crises aussi psychologiques, qu'on a plus d'eau, plus d'électricité. L'accès à l'eau est devenu difficile. Les services médicaux ont été réduits au minimum en même temps qu'il y avait la crise Ebola. La réhabilitation des sites a été abandonnée et à la crise économique qui est évidente dans une ville minière comme ça, il s'ajoute une crise alimentaire. J'ai fait une petite étude auprès des marchands, des femmes de marché et des femmes de foyer, combien leurs familles en mangeaient avant et après la crise. Et là, on voit très nettement que la consommation de riz, alors la consommation de base s'est réduite à un tiers. Ils ont consommé 300 grammes par tête avant et 200 grammes par tête après. Alors c'était une crise alimentaire qui était aussi, la preuve se trouvait aussi par
par des programmes d'aide alimentaire de l'ONU et des initiatives privées qui ont donné des sacs de riz. Alors on a vraiment une crise très profonde et qui amène aussi à une crise politique parce que ces travailleurs qui ont été embauchés dans cette entreprise, ils sont, pendant les 50 ans de l'existence de l'entreprise, donnés un peu près jusqu'à les années 80, 80% des revenus du pays sont venus, du gouvernement sont venus de cette usine, et c'était toujours très important pendant les années 2000. Avec les gens sur place, on s'est demandé tout de suite qu'est-ce qu'on pourrait faire dans une situation comme ça. Je vais commencer à l'échelle internationale avant de revenir à l'échelle locale, parce qu'il me semble que là, il y a aussi des questions importantes et on est en train aussi de monter un projet sur des facteurs internationaux. Et une méthode éviter des crises comme ça pourrait être des initiatives du secteur privé, alors les RSE, avec des initiatives comme l'Aluminium Stewardship Initiative. Mais quand on regarde du près, c'est quand même assez limité, parce qu'on voit déjà, si on regarde les membres, que la sustainability, la durabilité du secteur aluminium ne va pas augmenter avec les partenaires comme Coca-Cola, Nestlé et Tetra Pak, parce qu'eux, ils sont très intéressés que l'aluminium reste dans leurs produits, et l'aluminium dans l'emballage est pas écologique. C'est très clair que là, il n'y a pas de raison de faire... Il n'y a pas de raison de faire des boîtes en aluminium, il n'y a pas de raison de faire du chocolat en aluminium avec des emballages en aluminium, parce que le coût d'énergie est très haut. Et en même temps, vous avez des entreprises comme Alcoa et Norsk Hydro qui sont des entreprises d'aluminium primaire. Et ces entreprises ont un intérêt qu'il n'y a pas trop de recyclage, parce que si on a trop de recyclage, eux, ils n'ont plus de choses à faire, parce que leur boulot, c'est produire de l'aluminium primaire. Alors, ce qui ressort de ces stratégies, et c'est logique, c'est demonstrate responsibility, strengthen the confidence of consumers and stakeholders in aluminium products, minimize reputation risks, etc. Alors, c'est plus ou moins une stratégie de marketing, au moins pour le secteur, pour cette initiative qu'on va analyser avec des partenaires en Allemagne, avec des ONG en Allemagne, à plus près dans les prochaines années j'espère. Qu'est-ce qu'on pourrait faire encore? C'est une discussion à part qu'on pourrait peut-être aussi faire après la présentation. Il y a des initiatives sur la transparence qui pourraient aider la Guinée en entier, l'Extractive Industries Transparency Initiative. Et la troisième voie que je voulais souligner pour la coopération internationale, c'est que l'aide au développement, ça commence au nord. Alors il faut réduire la consommation de l'aluminium, il ne faut plus faire de l'aluminium dans l'emballage, utiliser l'aluminium dans l'emballage, etc. Et on parle aussi d'évasion de taxes, de démocratisation des investissements importants dans le secteur, etc. Maintenant, à l'échelle nationale, il y avait pendant 50 ans, comme de nouveau en Nouvelle-Calédonie, une discussion sur une production intégrée. Ce n'est pas la théorie des chaînes de valeur qui nous a appris qu'il faut utiliser la ressource aussi pour produire des produits de consommateurs. On savait déjà ça dans les années 50, mais jusqu'à maintenant, ça n'a pas abouti en Guinée à cause des différentes raisons. Et une raison la plus importante, sans doute, c'était que l'État était souvent, la plupart du temps, assez socialiste, et les entreprises, ils ont eu peur des nationalisations. Et comme ça, vous allez
cette conséquence. C'est un peu trop loin là, avec les images. Je voulais montrer de nouveau la carte de l'Afrique, des productions à gauche, à droite qui sont connectées, mais qui n'ont pas lieu dans un seul État. Alors, un seul État ne profite pas vraiment de la valorisation de la ressource. Maintenant, la discussion en Guinée est devenue un peu plus compliquée parce que les conditions physiques, ils seraient là. Il y a beaucoup d'énergie, on a beaucoup de potentiel d'énergie, comment ça se dit, beaucoup d'eau pour produire de l'électricité. Mais des conditions de politique, économique et écologique, ils sont moins favorables. Il y a des études depuis plusieurs années que vous connaissez sans doute sur les grands barrages qui montrent que il y a beaucoup d'émissions de méthane et alors ils ne sont pas très écologiques et ils sont presque comparables aux énergies comme le gaz. Il y a d'autres barrages qui ont été faits en Afrique qui ont montré que techniquement c'est très difficile à gérer. Dans les zones comme ça, l'eau monte et baisse tout le temps et comme ça devient difficile parfois de gérer. Et socialement, c'est la raison peut-être la plus importante, c'est pas très logique non plus de produire de l'aluminium à partir de cette énergie, parce que dans des États où l'électricité n'est pas encore développée partout, parce que les entreprises ils consomment après toute l'électricité et ça devient assez difficile d'amener l'électricité à la population autour. Un exemple pour ce problème, c'est l'Afrique du Sud où des électrolyses ils sont fermées parce qu'il y avait des démonstrations des gens des Sud-Africains en général contre cette consommation qui apporte rien au pays. Ouais. Et maintenant, je reviens sur la question locale. Alors, les villes minières, qu'est-ce qu'on pourrait faire? Et là, il y a beaucoup d'idées qui sortent de FRIA et qui étaient déjà connues avant, mais jusqu'à maintenant, quand on construit de nouvelles mines, ça se passe autrement. On pourrait, par exemple, connecter l'infrastructure de ces mines tout de suite avec l'infrastructure nationale. Alors, à FRIA, par exemple, les routes, ils sont faits de manière de connecter la ville avec le port et avec le capital, mais pas avec les villes après. Alors, comme ça, le commerce profite pas autant qu'il pourrait. Il y a la question d'électricité. L'électricité a été produite par l'entreprise lui-même au sein du site. Et quand ils ont arrêté aussi la plupart. Ils n'alimentaient plus que quelques endroits. Et on pourrait se dire qu'on pourrait commencer tout au début avec une connexion du réseau électrique avec le réseau national. La même chose avec l'eau. La même chose avec les services sociaux. Alors là, on parle déjà des questions politiques et c'est ça qui est mon argument. Et on va y revenir après. C'est des questions techniques que j'ai évoquées là qui vont devenir très vite des questions politiques. Voilà le projet le projet qui est sorti de ces réflexions. On a eu 3 questions principales de recherche: les services publics, l'infrastructure, l'économie locale et l'impact politique. Je ne vais pas vous lire les questions, c'est assez clair. Qu'est-ce qu'on peut faire pour améliorer l'infrastructure? Qu'est-ce qu'on peut faire pour faire vivre la ville après la fermeture de la mine, économiquement? Et aussi, qu'est-ce qu'on peut faire pour qu'il y ait une participation politique réelle? Et là, je peux dire ce que je voulais déjà dire avant. Les défis techniques, ils deviennent des enjeux politiques parce qu'il faut se demander comment on pourrait transformer ces villes-États, je n'utilise pas ce terme
dans les articles, mais c'est une bonne métaphore. Ces villes, États privés, comment on peut les transformer dans des endroits qui sont désenclavés et connectés avec le système politique autour. Qui gère les taxes locales, comment on utilise les taxes locales. Et là, il y a toujours, comment ça se dit en français, il y a toujours un payoff, en anglais on dit un payoff, entre la RSE et les taxes. Les entreprises ils vont dire si on paye des taxes, ils ne sont pas utilisés pour ce qu'on veut faire, pour les écoles, etc. Et comme ça, on va directement investir dans des projets et on ne paye pas de taxes. Mais à la long terme, ça a créé naturellement une relation de dépendance et quand il part, il ne reste plus rien. Et la même question qui se pose aussi pour FRIA, pour plusieurs endroits qui possèdent cette infrastructure après la fermeture. Dans les codes miniers, on avance sur cette question. Je crois qu'en Guinée, le nouveau code date de 2014. Il y a une clause qui va dire après 20 ans, toute l'infrastructure construite par les entreprises appartient à l'État. Pour réfléchir sur ces questions, on a amené plusieurs coopérations. Il y a une coopération avec des jeunes chercheurs de l'Afrique de l'Ouest. On va se trouver en juin, la première fois à Bâle, pour parler de notre projet sur 4 villes minières qui ont récemment fermé. Et je suis en train d'organiser en partenariat avec GEMDEF et avec Prodic une conférence sur les villes minières en Afrique de l'Ouest après la fermeture des sites à FRIA. Ça aura lieu en septembre 2017. Et là, il y a des intervenants prévus de Niger, Sénégal, Mali, Guinée, Ghana, Togo. On espère que tout le monde va venir. Jusqu'à maintenant, j'ai récupéré un peu la moitié des ressources, de l'argent pour le faire. Et tout récemment, il y a un projet qui s'installe, un projet de Transitions to Sustainability, qui est un programme européen. Et le projet qu'on a établi, ça s'appelle The Ethical Mining Boom in Africa et Transformation to Sustainability. Là-dedans, on fait des partenariats avec l'Allemagne, avec la FU Berlin, avec le JET de Toulouse, avec des géologues et avec le Maroc. Et on travaille sur 4 ressources. On essaie déjà d'élargir le plus possible sur le phosphate, la bauxite, l'or et le pétrole. Et il y a une case study qu'on a commencé qui est assez intéressant jusqu'à maintenant. C'est un essai d'utiliser les satellites qui ont été envoyés il n'y a pas longtemps avec le Sentinel et de l'ESA. Qui font des images de tout le monde, du monde entier, de tous les aréales du monde entier. Tous les 10 ans, tous les 10 jours, il y a une image de tout le monde, de ce satellite qui est accessible à tout le monde apparemment. Et avec les géologues qu'on a inclus, parce que dans ce projet, il faut travailler avec les géologues, on va faire une étude de cas sur le développement de tous ces villes minières qui se trouvent dans les pays qu'on regarde, le développement, et on peut regarder en détail le développement des routes, et comme ça on peut faire la distinction entre et c'est ça l'hypothèse qu'on a, entre les villes minières qui sont gérées par des entreprises qui font du RSE et des autres villes minières, et on va comparer si le désenclavement il se fait vraiment maintenant avec les nouveaux approches de RSE. J'aurais dû vous montrer déjà plus tôt les terrains, mais on a déjà parlé avant de ça. Jusqu'à maintenant, je n'en sais pas grand-chose. On travaille sur FRIA de nouveau, on travaille sur Débélé, qui est une autre ville minière qui va fermer dans quelques années. C'est très proche apparemment. Et on va travailler sur 4 villes minières d'or
qui sont situés au Burkina, au Ghana et au Mali, et qui ont fermé aussi récemment. Notre approche méthodologique, c'est un essai de ne pas tomber dans les pièges méthodologiques de la recherche sur les matières premières qui sont, à mon avis, à notre avis, ça bougeait là, un fonctionnalisme technocratique. Alors l'approche le plus répandue pour les questions minières, on ne va pas parler de politique, on va apporter des solutions techniques et organisationnelles, et comme ça on va trouver la solution. Ça c'est pas une bonne idée, je crois. On oublie beaucoup de choses. Il y a le paradigme du joug qui joue toujours beaucoup sur ces questions. Alors on a parlé du resource curse, la malédiction des ressources, c'est le cœur du paradigme du jour, on pourrait dire. Et on essaie aussi d'éviter un fétichisme du local et du conflit physique. On ne va pas que parler de la résistance, même si c'est important. Alors, finalement, ça donne une analyse d'abord transnationale des secteurs. Moi, j'utilise l'approche de Global Protection Networks, qui est très proche des analyses des chaînes de valeur, mais qui vient de la géographie et qui a déjà inclus le secteur primaire. Et de l'analyse des chaînes de valeur a jusqu'à maintenant pas vraiment fait le lien avec le secteur primaire, avec les mines, le secteur primaire oui, mais pas avec les secteurs extractifs. Mais c'est plutôt des mots qui changent, des titres, mais pas le contenu. On va, dans le projet que je mentionnais à la fin, mener une analyse de discours autour des cadeaux. Alors, qui donne, qu'est-ce qu'il donne et comment on analyse, comment les gens analysent cela. On va aussi mener des observations participantes. Et l'hébergement chez les travailleurs, pour moi, c'est quelque chose de très important pour connaître la situation sur place. Et il y a aussi, comme j'ai déjà dit, des études quantitatives, pas seulement connectées avec des satellites, mais aussi avec l'alimentation de nouveau, avec les budgets locaux, etc. Merci beaucoup. C'est tout. Bon, bah, comme d'habitude, vos questions sont les bienvenues. J'ai une question. Je reviens de la conférence qu'organise annuellement la Banque mondiale à Washington sur le foncier. Et l'un des ateliers était sur la présentation de l'Atlas de l'urbanisation 2016 et qui couvre l'ensemble des continents. Et donc il y avait une discussion très intéressante sur qu'est-ce qu'on définit comme ville, qu'est-ce qu'on définit comme espace urbanisé, espace non urbanisé, etc. Et donc, je voudrais te poser la question, qu'est-ce que tu entends par ville, puisque ton entrée principale, c'est la ville? Parce que selon certaines interprétations, les villes minières dont on parle, qui sont beaucoup de bâtis, avec des personnes à l'intérieur, ne rempliraient pas, selon certaines définitions de la ville, ce qu'est vraiment une ville, c'est-à-dire un mélange de fonctions, dormir, travailler, se divertir, etc. C'est-à-dire un ensemble de fonctions économiques, sociales, un tissu. Et donc, la question se pose, autour d'une mine, c'est quoi? Peut-on vraiment parler de ville? Pour le secteur bauxite en Guinée, bauxitique en Guinée, c'est assez clair que là, on a des villes de 100 000 habitants à peu près, parfois 200 000, parfois 80 000, mais c'est déjà
la largesse, pour moi, c'est un signe que c'est plus ou moins une ville. Les gens, ils habitent tout le temps dans ces villes. C'est pas que c'est pas que les travailleurs qui habitent dans ces villes. Alors là, pour moi, c'est des villes moyennes. Pour moi, il n'y a pas de problème de définition. Je ne connais pas les définitions de la Banque mondiale, mais je dirais que ce n'est pas un problème. Mais si on regarde le secteur de l'or, par exemple, où les mines ils sont de beaucoup plus court terme, c'est peut-être souvent plutôt les villages, etc. Et la ville, mais la ville n'est pas tellement le fait que les travailleurs ils sont concentrés sur une seule place n'est pas tellement important, je trouve, pour analyser l'effet après mine. Ça devient juste beaucoup plus difficile de mesurer les effets si les travailleurs ils vont y aller et revenir dans les plus grandes villes. Alors si c'est en allemand on dit pendler, s'ils font des allers-retours tout le temps. Parce qu'il y a aussi des services sociaux, la plupart du temps, qui sont connectés. Il y a le travail lui-même qui donne déjà une structure pour les travailleurs. Et une fois que ça s'arrête, il faudrait aussi trouver des solutions pour l'après-mine, pour ces questions-là. Alors, les villes en Guinée, ils sont plus classiques, mais je crois que la problématique, elle reste la même si on ne parle pas des villes dans le sens propre. Vous avez raison, mais je crois que la problématique, elle reste la même. Si je peux me permettre, j'ai un petit doute sur le fait que la problématique reste la même, en fait, parce que je pense que, je ne suis pas très sûr, hein, mais il y a des cas, et je pense que la Guinée, ça a l'air d'être un cas un peu comme celui-là, où il y a une profondeur historique de l'exploitation de bauxite qui fait qu'il y a les villes, elles se sont aussi constituées dans une durée relativement longue. Toute proportion gardée, en Nouvelle-Calédonie, il y a des petites villes minières aussi qui sont inscrites dans une durée longue, avec un habitat permanent, etc., et qui ressemblent à des villes, et qui sont des villes presque indépendamment de la mine, mais pas tout à fait, parce qu'elles sont quand même très liées à l'existence de la ressource minière. Mais inversement, il y a des situations, je pense à la Papouasie en particulier, où il y a des projets qui arrivent de manière très brutale et relativement récente. Et là, toute la stratégie des entreprises, c'est justement d'avoir une base vie pour la construction, s'il y a un chantier, en particulier s'il y a de la métallurgie. Mais après, il y a donc un pic de population avec une base vie provisoire qui dure la durée de la construction, c'est-à-dire 4-5 ans par exemple. Et après, le pic retombe et on a l'exploitation de routine. Et plus la mine est mécanisée, voire automatisée, moins il y a besoin de monde. Et après, il y a beaucoup de gens qui travaillent sur le mode du fly-in, fly-out, un peu comme sur une plateforme pétrolière. Après, on peut se poser la question de savoir si une plateforme pétrolière, c'est une ville, mais je ne crois pas tout à fait. Donc je pense qu'il y a quand même des contextes où la mine est relativement récente, au sens de grosses activités minières industrialisées, et où la problématique de la ville ne se pose pas véritablement, en fait. Donc il y a peut-être, après, voilà, peut-être les différences sont dans les trajectoires historiques de l'activité minière selon les lieux, la profondeur historique, en fait. Oui, la problématique de la ville ne se pose pas. Mais je ne vais pas insister, vous avez raison, il y a des grandes différences. Mais là, vous avez par exemple plusieurs exemples pour dire que ce n'est pas que l'infrastructure et l'électricité qui comptent, c'est aussi les services médicaux, c'est aussi les logements qui sont même payés dans les grandes villes qui se trouvent assez loin des mines parfois par les entreprises. Et alors ces travailleurs qui se trouvent sans travail après la fermeture, ils sont tous concentrés dans une ville et on les voit très bien dans les villes minières. Mais quand il n'y a pas de ville minière, quand ils sont dans d'autres villes, ils sont dans la même situation et leurs familles, qui sont très, très grands. En Afrique, je parle de l'Afrique où le service de l'État est très faible. Ils se trouvent dans la même situation, mais on ne les voit pas. Et comme ça, le problème est encore moins discuté que pour les villes minières. Mais oui, il y a des grandes différences. Oui. Une grande variété. On a parlé aussi des différentes ressources qui gèrent des différentes situations de dépendance. Et si la durée d'exploitation est très longue, comme pour la bauxite, le fer, etc., c'est quand même des cas un peu comparables. Bon, je suis guinéen, je connais un peu bien ces structures en Afrique. Et ma question, c'est voir qu'est-ce que votre recherche va apporter
pour la trajectoire future de l'emploi qu'il faut maintenir ou des emplois qu'il faut créer pour embaucher ces travailleurs qui seront abandonnés une fois les mines fermées. Qu'est-ce que vous avez fait dans ce domaine ou qu'est-ce que vous envisagez faire pour que le chômage qui est déjà en Guinée puisse être combattu avant même, enfin des projets, avant même que les mines soient fermées? Merci. Ouais. Alors, on va notamment faire cette conférence sur les villes minières en Afrique de l'Ouest, Afria, et ça va se tenir en septembre. Et on va le faire sur 4 jours, et le dernier jour, on va parler que de la situation à Afria et peut-être aussi à Débélé. Et là, on parle très concrètement de la situation dans cette ville, qui est très intéressant parce que Rusal est revenu depuis quelques mois. Ils ont embauché à peu près 500 travailleurs, je crois. Et la ville, elle est maintenant vraiment partagée entre les gens qui veulent que tout reprend, même si ce n'est pas la transformation, même si c'est que les mines qui reprend, et une autre moitié qui est souvent bien éduquée, qui revient de l'extérieur, qui a des connexions avec l'Europe, les États-Unis, parce qu'il y avait quand même de l'argent dans cette ville avant, qui dit qu'il faut construire une ville, une future sans les mines. Je parle de l'organisation de Arsif, je ne sais pas si vous la connaissez. Et ça, c'est un exemple qui se retrouve aussi dans d'autres pays en Afrique de l'Ouest maintenant, où à cause d'autres processus, il y a une résistance de plus en plus importante qui veut faire une future autrement, sans les mines. Et à Afria, on parle du tourisme, on parle de l'agriculture et on parle aussi des partenariats de développement, etc. Alors, je crois qu'on va essayer, qu'on va travailler sur cette question pendant cette conférence. Et si vous voulez participer, je serais ravi si vous auriez du temps et si vous serez en Guinée pendant cette phase. Vous avez encore des questions? Ok. C'est bon? Au fait, ma deuxième question, c'est que quand on voit très généralement l'installation de ces mines, la politique qui est en place et les sociétés minières qui arrivent, au démarrage des projets, il y a souvent de petits conflits communautaires entre la communauté en place où la société est installée avec parfois des travailleurs qui viennent des autres régions et les autochtones n'en bénéficient pas. Le même problème se pose à la fin de l'exploitation des mines, c'est-à-dire les travailleurs étaient étrangers, ils quittent, le lieu est abandonné et il n'y a aucun projet fiable parce que la localité n'est pas impliquée. C'est comme simplement on vient imposer à la localité l'exploitation de ses ressources, parfois des terres, et après on les abandonne dans la misère. Bon, si j'ai bonne mémoire, c'était en 2013 où il y a eu un conflit en Guinée forestière par rapport à des ressources en eau. Et en ce moment-là, il a même fallu l'intervention des militaires et il y a eu des morts dans des villages. Il s'agissait simplement, comme vous venez de le dire, des intellectuels guinéens qui, dans le milieu, avaient préféré s'installer en agriculture, mais l'exploitation avait eu la même mise sur leurs terres. Et donc ce conflit-là avait beaucoup dégradé le climat social au niveau de la localité. Bon, ma question, c'est pour éviter un peu le cas de Nauru. Je ne sais pas si vous avez vu ce film-là sur l'environnement ou dans les îles océaniques, si c'est bonne mémoire, où il y avait l'exploitation de phosphate. Et donc la ville était prospère, il y avait même des compagnies internationales qui arrivaient et presque toute la nourriture était importée. Et c'est exactement ce qui se passe en Guinée parce que les produits importés dans les villes minières, Fria, je connais Fria, parce que je travaille à Kindia juste à côté. Et donc la ville se trouve bien développée, il y a l'importation, il y a tout, mais c'est la société qui fait tout. Et quand la société quitte, c'est vraiment la grande misère. En Guinée forestière, il y a eu un cas où un opposant disait on va changer le nom des forestiers parce que la petite forêt tropicale est exploitée
Et une fois que la société quitte, ce n'est plus les villes forestières, mais de la savane qui s'installent. Donc les forestiers doivent changer de nom. Bon, ça a créé un problème politique, mais c'était une réalité qui était à la base, c'est-à-dire on vient exploiter les îlots de forêt tropicale, et quand la société quitte, il n'y a plus rien. Les reboisements, rien n'a été fait. Les projets qui ont été faits avant même la fin de l'exploitation des mines, aucun projet n'a été repris et réalisé. Donc ici, ma question c'est, quelles sont les organisations locales de la population civile en place qui contrôlent les projets qui seront mis en place ou les projets qu'on a déjà faits et dont la réalisation doit être suivie dans le temps avant même la fin de la période pour que nous ne soyons pas comme à Nauru. Voilà un peu ma question. Y a-t-il des organisations locales qui regardent ou qui contrôlent les projets post-exploitation d'aménagement du territoire, ou bien c'est toujours la même organisation politique, c'est-à-dire la société arrive, elle exploite, elle donne une part à la politique ne s'intéresse pas. Une fois que la société est fermée, la population est abandonnée à elle-même, le chômage et toutes ces questions de maladies qui arrivent. C'est un peu ma question. Comment la localité est impliquée? Quelles sont les organisations locales qui s'impliquent dans l'organisation et dans le suivi des aménagements qui seront installés pour maintenir un peu le niveau de vie de la population tel que ça y est pendant que ces mines-là sont installées, sont en exploitation. Voilà un peu ma question, l'implication de la population locale. C'est un peu difficile, c'était beaucoup d'informations et je crois que ma question c'est la même. On a la même question et parfois on trouve déjà des solutions et des idées, mais ce que vous avez raconté, moi j'ai vu la même chose et j'ai essayé de décrire ces différentes stations qu'il faut passer pour arriver d'une nouvelle loi, comme le nouveau code minier en Guinée, à l'amélioration sur place. Et jusqu'à maintenant, on ne voit pas cette amélioration parce qu'il y a un manque de suivi, parce qu'il y a des lois qui ne sont pas impliquées, parce que la population sur place, elle ne parle pas le français, etc. Il y a beaucoup de raisons et il y a beaucoup de travail là. Et je crois qu'on a les mêmes questions. Attends, il y avait rien. Ou je ne sais pas qui était premier. Allez. Merci. Merci beaucoup pour cette présentation. Non, c'est bon. C'est bon. Parfait. Donc je vais parler un peu plus fort. J'étais très intéressée, je ne connais pas du tout l'Afrique de l'Ouest et j'en suis navrée. Du coup, je me permets une question de curiosité qui prolonge celle de monsieur. Vous avez mentionné les élections locales qui étaient dénuées de sens. Je me demande malgré tout ce que faisaient les autorités politiques locales, la municipalité, avant la fermeture et après, donc en particulier avant. Donc est-ce que malgré tout, ils participaient peut-être indirectement dans la fourniture de services, en étant ceux qui attribuent les postes de fonctionnaires? Enfin, quel était le rôle de ces autorités locales et le fait de l'identifier nous donne-t-il des pistes sur l'après-fermeture? C'est une question très délicate. Il ne faut pas basculer sur un constat totalement déséquilibré, mais si vous parlez avec les travailleurs, et avec la population, ils vont vous dire que après la fermeture, on a vu qu'il n'y avait pas de politique. C'était la politique qui était contrôlée par l'entreprise. Le préfet, il était toujours à l'entreprise pour parler avec le directeur. Il y avait des choses qui se sont payées, qui se payent toujours. Et il y a aussi des constats qu'on peut faire, par exemple, les déchets de la ville qui étaient avant gérés par l'entreprise, ils s'accumulaient après dans la ville. Et les initiatives, ils ne sont pas venus de la part de la politique locale qui a dit on n'a plus de ressources, on ne peut rien faire, on n'a pas de moto par exemple pour aller au site, on n'a pas de moyens, mais ils sont venus de nouveau de la part du management guinéen de l'entreprise. Le représentant guinéen de l'entreprise, il a dit il faut faire quelque chose avec ces déchets. Alors il a organisé des gens qui ont eu des camions et ils ont
ils ont continué leur boulot qui était remplacer la politique locale. Mais il y a des nuances. Et je ne peux pas tout vous raconter, je ne connais pas toute la situation non plus. C'est une bonne question. Merci. Tu avais mentionné plusieurs initiatives internationales qui visaient à créer des espèces de codes de conduite, notamment l'ITA, etc. Il y a aussi le International Council for Mining and Metals qui réunit une série de grands et moyens groupes miniers qui a établi des codes très précis, en particulier sur l'abandon, au moment de l'abandon d'une mine, quelles sont les provisions à prendre, etc., avec toute une série de recommandations, d'être extrêmement proactif et pratiquement de prévoir l'abandon de la mine dès le moment de l'arrivée du groupe. Le problème, c'est que, par exemple, ces codes de conduite qui sont très intéressants, avec beaucoup de détails, etc., et qui semblent être des bonnes solutions, ne réunissent pas tous les intervenants du secteur minier. Donc, par exemple, dans le cas de Rusal, je ne sais pas s'il fait partie de l'ICMM, de même, une série d'entreprises chinoises ne font pas partie de ces organismes privés fêtiers qui essayent de produire des normes différentes. Et donc, la portée de ces normes peut être réduite parce que certains intervenants n'en font pas partie. Les entreprises russes, du Kazakhstan, etc., en général ne font pas partie de ces associations-là. En plus, il y a le phénomène même de firmes en provenance des pays de l'OCDE, des juniors qui ne font pas partie de l'ICMM et donc ont des pratiques qui sont plus proches du rogue capitalisme que vous décrivez dans le cas que vous avez présenté. Donc ça, c'est une chose intéressante à étudier de plus près. Et en ce qui concerne, pour faire le lien avec la présentation de ce matin, est-ce qu'une fermeture de mine, est-ce que ça représente un moment critique? Et parce que souvent c'est présenté de cette manière. Par exemple, le tremblement de terre en Haïti, est-il un moment critique pour le Haïti ou est-ce que c'est d'autres facteurs? Et je pense que une destruction de capital, une destruction de réseaux sociaux, au contraire de produire ou de contribuer à une critical juncture, probablement en diminue les possibilités de création. La fermeture d'une mine, il se peut très bien qu'elle ne soit justement pas un moment critique parce que ça détruit du capital, ça détruit du lien social, ça réduit la portée des décisions, ça réduit les options, et donc c'est tout le contraire de l'ouverture d'une conjoncture critique au sens où on l'a définie ce matin. Merci. Deux questions très pertinentes. La première, sur le International Council of Mining and Metals. Si j'ai bien compris, je ne connais pas tous les membres. C'est des grandes entreprises qui sont membres. Et ces grandes entreprises, ils font peut-être des bonnes choses, mais ces grandes entreprises, ils font aussi la plus grande évasion de taxes de tous les entreprises. Il y a une étude qui est sortie il y a 1 an qui a très bien montré qu'il y a une très, très forte liaison entre le taux de RSE qui est fait par une entreprise et l'évasion de taxes. C'est égal parce que les entreprises, ils ont les moyens de faire le RSE comme ils ont les moyens de faire l'évasion des taxes. C'est juste pour recadrer cette question, ces entreprises, ils vont aussi souvent, avant qu'ils peuvent fermer une mine dans les standards, juste la vendre. Et ils vont la vendre aux entreprises qui ne sont pas dans les standards. Ça se passait à Fria, ça se passait dans d'autres mines. En Guinée, il y a une mine qui a été construite par un junior qui était très, très RSE et vraiment très intéressant, avec beaucoup d'initiatives. Et après qu'il a obtenu tous les droits,
pour faire même une usine de traitement, etc., il a vendu. Et l'entreprise qui a repris a plus de standards. Et bon, alors pour moi, souvent, ça fait quand même beaucoup de marketing et pas beaucoup de résultats. Et c'est aussi un moyen de compétition. C'est un moyen de compétition. Si on regarde le marché des consommateurs, parce qu'on se positionne contre les mauvaises entreprises comme Bruxelles, et aussi c'est maintenant déjà un moyen de compétition à l'échelle nationale au sud. On va dire, nous, c'est les bons, on va faire tout dans les règles, et eux, ils font n'importe quoi. Mais finalement, avec les ventes, on peut tout détourner, surtout sur la fermeture. Le moment critique, oui, je suis tout à fait d'accord. Je crois que les critical junctures, à mon avis, si on regarde les critical junctures dans l'histoire globale, ça vient la plupart du temps du Nord. Ça vient d'une crise, comme on a eu la crise en Europe des ressources, et ça ne vient pas du Sud. Parce que le Nord, il dirige quand même dans beaucoup de sens le trajet de ces pays à travers un capitalisme international. Mais la question qui se pose à l'échelle locale est très intéressante, je trouve. Est-ce qu'on peut faire une bifurcation à partir d'une fermeture, comme ça se passe maintenant à Fria? Est-ce qu'on peut vraiment maintenant sortir et faire de l'agriculture et le tourisme? Et là, je suis partagé. Vous avez raison que quand ça reprend, quand il y a un boom minier, on pourrait se dire on a les moyens, on laisse ça dans la terre et on va faire autre chose à la place. Et maintenant, il n'y a pas de moyens et ça va être difficile de mettre quelque chose en place. Mais ça donne aussi la possibilité ça donne un peu moins de poids sur le dos, un peu moins de poids des intérêts étatiques et des intérêts des travailleurs de reprendre le travail, qui est très fort à Fria. S'il y a une possibilité, les gens ils veulent retravailler. S'il n'y a pas de possibilité, on peut commencer à construire quelque chose d'autre. Oui. Oui, quand on voit la difficulté et les investissements faits pour la reconversion des anciens sites miniers ou industriels dans le nord de la France, on se dit que le challenge n'est pas gagné, quoi. Ma question était plutôt sur... là, on voit qu'en fait, finalement, en Afrique de l'Ouest, c'est des cas relativement récents, finalement, ces fermetures de mines. Par contre, il y a eu d'autres cas dans le monde ou en Afrique. Est-ce que vous avez fait ou est-ce que vous avez prévu dans le programme de recherche de faire un état des lieux bibliographique là-dessus? Est-ce qu'il y a des choses, finalement, là-dessus? Donc sans aller chercher la ruée vers l'or aux États-Unis au 19e, mais en Afrique, en République démocratique du Congo, il y a la Gécamine qui s'est effondrée, donc il y a une industrie minière qui s'est effondrée, donc il y a sûrement des situations qui ressemblent un petit peu, qui se sont passées il y a 30-40 ans. Alors il n'y avait pas le contexte RSE, etc., c'est clair, mais est-ce qu'il y a de la biblio là-dessus, finalement, qui permet déjà d'avoir un peu un état des connaissances sur qu'est-ce qui se passe dans ce type de configuration après la fermeture des mines? Merci beaucoup, c'est quelque chose qu'il faut faire et c'est pas facile de trouver les sources, mais sur le Congo on est en contact, il y a une équipe qui travaille sur ce cas précis à Liège, c'est Benjamin Rubers qui travaille dessus maintenant et on est en coopération avec eux. Ouais. Si je peux être un peu provocateur sur le truc, est-ce qu'il vaut pas mieux une entreprise minière qui arrive et qui fournit du logement, de l'électricité pendant un temps et qui après s'en va, que les zones franches qu'on voit à Madagascar par exemple, où on a des entreprises qui s'installent, genre Zara, Decathlon, qui instaurent des entreprises avec, ils emploient 1000 personnes d'un seul coup, mais la région leur fournit l'électricité, donc du coup ne peut pas fournir l'électricité ailleurs, zéro taxe sur la région, et aucune espèce de contrôle de quand ils ferment ou quand ils ferment pas, quoi. Donc du coup, tout ça pour dire qu'en fait, je comprends bien la problématique, mais est-ce que c'est pas des formes finalement plus souples de capitalisme? C'est pas de la violence pas si violente que ça en fait, quoi, par rapport à d'autres situations. Et est-ce qu'il n'y a pas justement à connecter ça aussi à d'autres formes d'abandon d'un capitalisme international qui parfois peuvent être encore plus prédateurs que ça, quoi.
Oui, d'un côté, vous avez raison. Il n'y a pas beaucoup de choix pour la plupart. Si on regarde de la vue de l'échelle nationale, souvent il n'y a pas beaucoup de choix, il n'y a pas beaucoup de compétences déjà, alors on ne peut pas faire partir une économie circulaire tout de suite comme ça. Mais c'est quand même un peu dommage de citer les cas les plus pires et se dire ou bien on fait ça, ou bien ça, ce qui est encore plus pire. Et un autre argument, mais je crois que vous êtes économiste, ouais, moi je suis moins économiste je crois que vous. Et un autre argument pourrait être que si on ne travaille qu'avec les mines, on reste sur le secteur primaire, alors on reste avec un taux de travail très très bas. Et il se pose, on a déjà entendu, un problème démocratique profond. Et ça peut se décrire avec le slogan « No taxation without representation », mais à l'inverse, il n'y a pas de représentation si personne paye des taxes. Et en Guinée, vous avez 5000 travailleurs qui payent la moitié des taxes. Et à partir de ça, il n'y a pas de gouvernance responsable parce que les gens ne peuvent pas dire « je retire mes taxes ». Ils ne donnent rien. Alors ils n'ont pas l'impression qu'ils ont un pouvoir sur le gouvernement. Et pour moi, c'est l'enjeu principal de créer, bon c'est un peu structuraliste, mais de créer du travail pour beaucoup de gens, alors créer comment ça se dit, des travailleurs. Et à partir de ça, on a une forme de démocratie qui est plus réaliste. Et je ne sais pas si les zones franches, il l'amènera à ça, mais il y a déjà plus de travail dans ces zones que dans les mines. Mais évidemment, c'est pas une bonne comparaison. On veut autre chose. Oui, merci. Moi, j'avais une petite question sur à un moment donné, tu parles de la RSE en disant que c'est un discours ou un ensemble de pratiques ou des dispositifs qui permettent de sortir un peu de l'enclave ou de désenclaver quelque part. Alors ça renvoie à la façon dont ce que tu appelais le pouvoir infrastructurel des entreprises est utilisé, à quel point il est connecté avec un extérieur. Mais comme je suis un peu dubitatif là, sur cette idée que la RSE soit une forme de désenclavement, une forme de sortie de l'enclave ou de remise en cause du caractère enclavé de l'activité minière, j'aurais bien aimé que peut-être tu développes un peu l'idée, quoi. Ouais. Pour moi aussi, l'hypothèse, c'est que ça ne change pas, que c'est la même chose, que les entreprises minières, ils ne font pas plus de désenclavement que les autres. Et on veut donner la preuve avec ces moyens de satellite, que finalement c'est la même chose sur les désenclavements. Mais si vous parlez avec des entreprises minières, ils vont dire que ça c'est un enjeu très important. Quand on construit des mines, il faut les construire comme ça, parce qu'il y a des conseils de la Banque mondiale, etc., qui vont dire ça c'est un enjeu très important. Mais jusqu'à maintenant, ils ne le font pas parce que c'est assez coûteux et c'est comme il faut obtenir la social license to operate. Alors je ne sais pas comment ça se traduit, il faut obtenir la légitimité auprès de la population surtout et auprès du gouvernement. Et on arrive à ça sans des investissements très grands. On ne va pas faire ça. Parce que désenclavement, ça implique aussi la coopération avec le gouvernement, qui est souvent très difficile. Ça implique peut-être aussi le paiement des taxes locaux pour qu'on peut construire dans un sens logique pour la population et pas pour l'entreprise, etc. Et ça, c'est des logiques qui sont à long terme et qui ne sont pas les logiques des entreprises. Et comme ça, on pourrait, avec cette hypothèse, avec cette case study, on pourrait montrer qu'il y a un discours et il y a des pratiques qui sont quand même assez différentes. Surtout quand ils agitent des actions qui sont qui sont durables dans le vrai sens du terme. Mais je pensais, pardon, je me redonne la parole, mais ça renvoie peut-être de façon plus générale, ce serait une mise en perspective intéressante, c'est la notion de corporation, enfin le mot anglais, parce que je ne sais jamais comment le traduire bien en français, mais il y a en particulier un livre et des travaux de Joshua Barkan, géographe américain, sur la notion de corporate sovereignty, par exemple. Et met en perspective la notion de corporation sur la durée longue, disons, des 4-5 derniers siècles, en lien, entre autres, avec l'expansion coloniale. Il montre bien les évolutions de la forme corporation, qui, au départ, est plutôt un instrument de délégation, en fait, du souverain,
C'est-à-dire typiquement les compagnies coloniales des Indes orientales ou autres, et qui au XIXe siècle devient autre chose via l'accession à la personne morale, etc., les droits de propriété qui se consolident, qui devient une firme au sens économique et devenu classique du terme. Et en même temps, ce que je trouve intéressant dans les trajectoires des entreprises minières, et ce que tu dis d'ailleurs dans ton exposé, c'est qu'elles ont d'autres fonctions. Parce qu'en général, c'est un peu pour des raisons de nécessité, elles sont dans des contextes où l'État est lointain ou faible, que ce soit un État postcolonial comme la Guinée ou en Calédonie, un État colonial qui est à la fois très brutal et très faible. Et donc elles sont obligées quelque part de reprendre à leur compte des fonctions qui sont théoriquement des fonctions de l'État en fait. Et on retrouve cette notion de corporation qui n'est pas simplement une firme au sens de quelque chose qui est supposé faire du profit, même si évidemment ça reste la fonction. Et je pense que cette mise en perspective-là, et comment s'insère le discours de la RSE dans ce genre de mise en perspective, ça je pense que ça pourrait ouvrir des pistes intéressantes. Et il s'appelle comment ce monsieur? Barkhan, B-A-R-K-A-N. Merci. Ma dernière question, c'est un exemple que la France avait mis en place dans la région de Manferreya, qui est à côté de l'ancien Institut des fruits coloniaux. À Manferreya, c'était une grande exploitation de l'ananas, enfin des fruitiers comme la mangue. Et les mangues étaient exportées. Après, les Français, quelques années plus tard, quand Lansana Conté est venu au pouvoir, vu que toutes ces exploitations ont été abandonnées après le départ des Français, parce que c'est souvent une question de gestion d'après les paysans eux-mêmes, c'est que les Français savaient mieux organiser la production, les itinéraires techniques, le traitement des produits jusqu'à l'exportation, ils savaient organiser. Donc après leur départ, ils disent que nous avons perdu ce pouvoir technique que les Français avaient parce que ça n'a pas été bien transmis à la population. Après, donc, vers les années 84, il y a Sobragui qui avait repris une exploitation d'ananas. Et à côté, ils ont enseigné à la population locale les mêmes itinéraires. Ils produisaient donc des ananas qui sont semblables à la production de la société Sobragui. Et Sobragui leur prenait les ananas et exportait en France. Ça a été l'un des exemples phares que la France avait installé. Et par après, ça a été abandonné bien sûr, parce qu'il y a toujours un moment où ça fonctionne et après il y a des causes qui font arrêter. Est-ce que la France peut s'impliquer pareillement dans le cas de ces mines qui seront en fermeture au niveau de Fria et toutes ces villes qui sont proches de Conakry? Et donc pour exporter par exemple des fruits, ça serait comme un peu le cas de la société d'une société de production de bananes en Côte d'Ivoire où un ami français m'avait envoyé passer des stages. J'ai reproduit les mêmes itinéraires à petite échelle à Floya où la France avait vraiment installé une grande institution de production, mais nous n'avons pas toute l'organisation. C'est vraiment un problème d'organisation qui manque à ces populations. Est-ce qu'ils peuvent repenser des situations comme ça, former des gens dans ces localités qui puissent installer une exploitation agricole pour pouvoir exporter? C'est ce que j'ai appris un peu dans une ONG ici sur le cas de l'Indonésie, c'est-à-dire la ville de comment on appelle, Nauru. C'est-à-dire qu'il fallait que la population pense ce qu'il faut faire, surtout l'agriculture, à mettre en place, qui permet aussi le tourisme, parce qu'une fois, quand tu es dans une grande exploitation, tu as beaucoup de choses que tu aimes voir. Et les Français savent bien faire cette organisation. Si l'IRD est impliqué, et il y a des gens du CIRAD, je sais, qui savent faire ça, parce que moi, je travaille avec les gens du CIRAD, et eux, c'est eux qui m'ont envoyé même dans ma propre ville, à Manferreya, pour apprendre. C'est eux qui m'ont envoyé en Côte d'Ivoire. Et donc, je suis revenu, j'ai dit, est-ce que c'est possible de produire la même chose en Guinée? Je l'ai fait à petite échelle. Et j'ai trouvé que ce n'est pas du miracle. La technique, c'est la technique. Quand tu as maîtrisé, tu as maîtrisé. Donc, est-ce que la France peut s'impliquer dans ce processus de fermeture des mines et d'installation des agricultures qui sont d'avenir durable? J'ai envie de poser la question différemment parce que, premièrement, je ne suis pas français. Et deuxièmement, je crois que
c'est pas le rôle de la France de développer la Guinée, c'est le rôle de la Guinée de développer la Guinée. Et si on parle de l'expertise, etc., des coopérations, oui, mais c'est pas la France qui fait quelque chose, c'est les Guinéens qui font quelque chose. Mais je trouve cette question aussi très intéressante parce qu'on peut faire la comparaison entre l'ère coloniale où la Guinée faisait partie d'un royaume un peu plus grand et faisait partie d'un État qui avait une politique forte et la situation maintenant qui est très fragilisée. On a un territoire qui n'est pas vraiment contrôlé par le gouvernement si on regarde l'infrastructure, si on regarde la sécurité aussi. Et on a des entreprises qui contrôlent des petits bourgs, de plus en plus moins, mais qui ont des envies très particulières, comme l'État français avait des envies particulières. Mais une discussion qui est intéressante dans cette connexion, c'est la construction du chemin de fer qui connecte Conakry avec la Guinée forestière. J'ai oublié le nom. C'est pardon? Oui, c'est Ricoré. Alors, un chemin de fer de 600 km. Et on parle de ça depuis 20 ans. Et ça pourrait connecter les plus grands gisements du monde consistant de fer qui existent avec la côte. Alors, la Guinée pourrait profiter vraiment. Sur le chemin, il se trouve d'autres mines qui pourraient être connectées avec ce chemin de fer. Alors, des intérêts économiques très importants, mais parce que c'est mené par des différents acteurs extérieurs comme Rio Tinto, comme Vale et d'autres, jusqu'à maintenant, ils n'arrivaient pas à construire ce chemin de fer. Et pendant la phase coloniale, les colonisateurs français, ils ont tout de suite construit ce chemin de fer qui a aussi 500 km jusqu'à Cancan et plus loin pour exporter des ananas, des bananes, etc. Et ça, c'était très facile à faire et ça impliquait aussi des trains voyageurs, je crois. Alors là, il y avait quelque chose comme une cohérence dans la politique infrastructurelle qui n'est plus là maintenant. Et ça, c'est vraiment un problème et c'est très difficile de revenir à cette situation parce que je ne crois pas qu'on veut une nouvelle colonisation, mais comme il y a des tout petits colonisateurs avec leurs tout petits intérêts, ils n'arrivent pas à se mettre d'accord à construire des choses plus grandes. Il y a d'autres pays africains qui profitent de cette situation, qui peuvent dire « oui, vous voulez quelque chose, on va le coordonner et on va faire quelque chose qui va profiter à tout le monde. » Mais dans les pays comme la Guinée, où la politique est assez faible, la gouvernance est assez faible, l'effet est l'inverse et on le remarque dans tous les statistiques qui existent sur le développement pour la Guinée.